Bonsoir à tous et à toutes. Ouais. Pardon. On rajoutera des... Une hola. Une hola. C'est ça. Ouais, on va faire la hola. T'inquiète. Bonsoir Paris. Donc pour cette soirée flingue, comme aurait dit Céline Minard qu'on avait reçu l'année dernière à la même époque pour Faillir être flingué, une soirée autour du western, un peu sur le même modèle de ce qu'on va essayer de faire ce soir. En avertissement préliminaire, initialement la formule était un échange à 3 voix avec le blogueur Nebal qui est un proche de la librairie, qui est notre spécialiste S-Western. Nebal ayant pas pu participer pour des raisons complètement excusables et indépendantes de sa volonté, c'est moi qui m'y colle, mais avec une culture western beaucoup moins solide. Donc voilà, et un petit peu le track. Marc Biancarelli, bonsoir. Bonsoir. Vous avez publié en Corse des poèmes, des romans, des chroniques, du théâtre, un essai aussi, une histoire de la Corse. Oui, un essai, mais l'essai était en français. Ah oui, d'accord. Et Mortouriou, aux éditions Actes Sud. Et Orphelin de Dieu, dont on va parler ce soir, c'est votre premier roman en français. Sur l'aspect western, il n'y a pas que moi qui le dis. Le Matricule des Anges qualifie le décor d'une Corse et une Toscane de Far West. Vous citez en exergue du roman John Ford et Charles Portis. Et on va voir que vous avez parfaitement intégré les codes du genre, que ce soit dans les thèmes, la violence, les hors-la-loi, le mythe, les personnages, notamment ce superbe duo d'une jeune femme en quête de vengeance et puis le vieux tueur tourné vers son déclin et sa possible ou impossible rédemption. Et jusque dans l'écriture qui a quelque chose d'à la fois brutal, d'une grande puissance d'évocation et vraiment cinématographique pour le coup. On y reviendra plus longuement ensuite. Après j'ai des grands thèmes où je vais en profiter pour évoquer aussi d'autres westerns littéraires. Je vais commencer par vous lire une scène dès le début, histoire de calmer ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une des premières scènes dans les 30 premières pages. On est du point de vue de Vénérande, qui est une jeune femme qui est en quête de vengeance. Je vous expliquerai après. Des bergers en chemise sans col et en costume brun de velours côtelé tiraient après eux une femme qu'ils avaient attachée par le cou, comme ils l'auraient fait pour une de leurs chèvres, et des criards en jupons longs et aux pieds nus, qui tenaient des bâtons, harcelaient la prisonnière en l'agonisant d'injures hideuses. Elle remarqua que la plupart des hommes, et certaines femmes au long nez, avaient des visages identiques, tandis qu'un autre groupe aux sourcils drus et quasi continus, tant chez les mâles que chez les dames, semblait lié par une génétique différente, d'où elle déduisit que 2 villages au moins, ou 2 familles distinctes, composaient la masse qui grouillait maintenant au milieu des pierres circulaires. La captive avait, elle, une tête différente, sans parler de son attitude de contrition et d'abandon au sein de la frénésie environnante. Une harpie déchaînée se détacha du groupe et s'adressa à l'intruse comme si elle la prenait à témoin, lui désignant du doigt un grand nigaud aux oreilles décollées et au nez de Nazik, l'air idiot, qui semblait suivre la troupe et ne marchait sur ses 2 pieds que parce qu'il avait vu que d'autres faisaient de même. Excusez-moi pour le hachage. La salope sarde, dit la femme en colère. Elle a dit que Jean-André avait voulu la violer. Elle a le cou en feu, c'est ça la vérité. D'abord elle l'attire et ces gens veulent faire croire qu'il a commis un crime. Jean-André, des pervers c'est les sardes, et des menteurs, mais ça va se payer. Il parut évident à la jeune fille c'est Vénérande, que ces gens dont parlait la hurleuse ne pouvaient se confondre avec les membres de sa propre meute. En un instant, elle s'en trouva désarçonnée, comme aspirée dans cette sorte de flou de la raison qu'on connaît dans les rêves. Puis elle remarqua pour la première fois 3 hommes qui suivaient la foule, à bonne distance, et qui déambulaient et se tenaient péniblement debout, comme les esprits pénitents l'auraient fait dans leur procession funèbre. Si l'un des hommes était plus âgé, et les 2 autres venaient à peine de sortir de l'adolescence. Leurs têtes gonflées, leurs yeux tuméfiés laissaient imaginer des séquences antérieures qu'ils avaient endurées, et la trempe impitoyable qu'on leur avait incontestablement assénée. Le père et les frères de la traînée, se dit la jeune femme, qui avait peut-être résisté, ou voulu défendre son honneur. Mais là, ils ne résistaient plus à rien et on leur avait pris leur fille, et ils suivaient, pitoyablement, sans dire un mot.
Ils n'exprimaient plus aucune contenance, ni aucun sentiment à vrai dire, et ils étaient juste là, pathétiques, pour accompagner leur parente et ses tourmenteurs et voir ce que la fatalité allait maintenant lui réserver. Un homme sortit des ciseaux de tonte et l'on empoigna fermement la fille, mais celle-ci ne résistait pas. Elle relevait juste la tête, refusant de s'incliner face à la horde monstrueuse, et elle serrait les mâchoires dans un rictus de haine. On commença à la tondre, et les cris fanatiques redoublèrent au fur et à mesure que l'on taillait sans ménagement dans ses cheveux et dans ses chairs. À mi-supplice, la fille hurla de douleur, et la femme qui avait parlé à Vénérande vint lui broyer le museau de sa main noire et épaisse, lui intimant de nouveau le silence. Les insultes fusaient. Et lorsqu'on l'abandonna, elle tomba plus qu'elle ne s'assit sur une des grosses pierres de l'aire d'abattage, démolie, et son crâne scarifié d'où émergeaient quelques restes de touffes honteuses semblait surgir d'un tableau aberrant, inspiré d'anciennes danses macabres. Ça vous calme. Donc voilà, les redneck corse et sardes. Donc le récit tient sur 2 lignes temporelles. On a autour de 1860, je crois, par là, 4 hommes qui sont sortis de la forêt, qui sont tombés sur un berger et pour s'amuser ou parce que rien ne les empêchait de le faire, l'ont défiguré et lui ont coupé la langue. Le berger a une sœur, c'est Vénérande, un petit bout de femme têtue, tenace, qui est obsédée par sa vengeance et qui a réussi à obtenir de son frère qui est devenu fou une indication sur les tueurs et qui s'en va trouver l'Inferno, un vieux tueur sur le retour pour lui proposer le contrat. En parallèle, on va voir la jeunesse de l'Inferno quand il est parti avec les appelés pour se battre en Toscane, je crois, autour de 1820. Oui, c'est ceux qui refusaient la conscription, c'est-à-dire ceux qui refusaient justement l'armée, quoi. Le service militaire faisait 6 ans à l'époque et les gens en Corse refusaient quasi systématiquement de servir. Et donc ils partaient s'exiler en Toscane pour fuir la maréchaussée, quoi. Là-bas ils se livraient. Attention, hein, je mélange 2 époques de l'histoire aussi. J'essaye d'expliquer pourquoi ils sont en Toscane par rapport à l'ouvrage, au roman. Ils fuient la maréchaussée, ils fuient ce qu'on appelle les voltigeurs corses, qui sont une troupe qui a existé, qui a été levée pour lutter contre le banditisme. Et une fois qu'ils étaient en Toscane, eh bien, ils se livraient aux pires exactions. Ils vivaient sur le terrain, quoi, de pillage. Mais c'est surtout un fait qui s'est passé au XVIIIe siècle. Moi, j'ai transposé sur le XIXe siècle. Voilà. D'accord. Et donc, par les yeux de l'Inferno, qui est donc jeune, s'appelait Ange Colombani, on le voit jeune homme côtoyer... Ange Colomba. Colomba, pardon. Côtoyer notamment Poli, qui a été un des bandits rebelles, enfin une grande figure de bandits rebelles qui par ailleurs, enfin après sa mort, a laissé une légende, un mythe assez positif finalement. Et lui, c'est un des derniers à savoir que la légende, elle a été construite après. Et nous, on va voir par ses yeux, ce qui s'est passé réellement. La violence sur laquelle la légende s'est construite, quoi. Jusqu'ici, j'ai pas dit trop de bêtises. Non. Donc, sur un thème de western, on a une histoire de vengeance et de possible rédemption parce que l'Inferno, il est vieux, il est malade, il est alcoolique. Il se dit qu'il se rangerait bien dans un monastère pour peut-être régler ses affaires au cas où. Et ce petit bout de femme vient le trouver, arrive à le convaincre de se lancer dans un dernier coup d'éclat. Et pour lui, il s'agit de soigner sa sortie. Tout en à la fois se faisant briller auprès d'elle, en faisant rejaillir un peu les jeunes années, etc. Et en même temps la mettant en garde sur ce cercle de la violence qui a pas de fin, quoi. Vous citez dans des interviews True Grit, le film des frères Cohen, mais qui est aussi un roman de Charles Portis.
dont le résumé rappelle évidemment quelque chose. C'est Mattie Ross, une gamine dont le père a été assassiné, qui va trouver un marshal, borgne et ivrogne aussi je crois, pour ramener l'assassin de son père. Et l'assassin en question s'est réfugié dans des territoires indiens et il va falloir aller le chercher, le débusquer là-dedans. Et il y a un couple, Mattie Ross et Vénérand ont pas mal de choses en commun, à commencer par leur capacité à bousculer les vieux loups sans aucune... sans la peur que ça ou le respect ou l'admiration que ça devrait peut-être susciter. Ce sont des gamines, des jeunes femmes têtues, butées, pragmatiques, avec des idées sur tout, et puis qui le disent, et ce besoin de vengeance qui leur brûle l'intérieur aux deux, et dont elles ne veulent pas démordre ni l'une ni l'autre, quoi. Moi je vais citer L'homme des vallées perdues de Jacques Scheffer, précédemment paru sous le titre Shane. C'est un très beau texte vu à hauteur de gamin le gamin voit arriver un homme à la ferme familiale, un homme impressionnant, manifestement un homme habitué à la violence, un tueur, et le courant passe tout de suite entre cet homme et son père, entre cet homme et sa mère, et voilà, on sent qu'il a laissé quelque chose derrière lui, il ne veut plus toucher à la violence, il s'achète un moment de paix, une rédemption, en devenant fermier dans cette ferme. Sauf que on ne chasse pas le naturel aussi facilement, et on est à l'ouest, c'est pas si simple, il y a un grand propriétaire terrien qui a décidé de récupérer toutes les concessions, et de mener la vie dure aux petites fermes locales pour récupérer les terres. Évidemment, la violence rattrape vite. Et Shane, finalement, c'est tout ce que l'Inferno voudrait peut-être pour sa fin, mais qui ne sera pas. C'est l'homme qu'on respecte, qui fait pénitence, qui se tient à ses résolutions, qui reste debout, qui devient un modèle positif pour le garçon. Il y a une vraie admiration du gamin et puis une espèce de dignité comme ça que Vénérand ne va jamais donner à l'Inferno. Il a du mal à tenir debout, il y a la maladie qui gagne. Sa relation à Vénérand est hyper touchante mais chaotique et absolument pas basée sur l'admiration ou ce respect très digne. Ils passent leur temps à se chamailler, à s'envoyer des piques, à se rabrouer l'un l'autre. Voilà. Est-ce que sur le thème de la vengeance ou la rédemption, quel était le projet en fait, qu'est-ce que vous aviez voulu mettre, qu'est-ce qui s'est imposé? À la base, il est clair que l'inspiration c'est True-Grit. D'accord. Pour moi, l'Inferno et Vénérand, ce sont les transpositions des personnages de True-Grit dans un univers qui est le mien, dans mon imaginaire à moi. Ils sont la porte d'entrée vers cet imaginaire-là. Voilà. Donc à partir d'eux, j'utilise ce canon de la jeune femme et le vieux tueur qu'on trouve dans un paquet de western américains. Mais True-Grit, c'est le parangon de ça. Donc pour moi, c'est très clair. Je cite Portis en exergue justement pour dire attention, la porte d'entrée, c'est quand même ce livre-là. Bon, ensuite, la vengeance, pour moi, ce qui était important, c'était de la traiter différemment de ce qu'elle montre, de ce qui a été montré dans la littérature jusqu'à présent, notamment par rapport à la Corse. Le romantisme de Mérimée, par exemple, a inventé un canon de la vengeance corse qui ne correspond finalement à rien de la réalité. Et moi, j'avais envie de me rapprocher au plus près quand même de quelque chose d'authentique et puis de rejoindre cette idée du western aussi, parce que j'ai toujours pensé que notre imaginaire, notre culture populaire pouvait en Corse correspondre à celle qu'on trouvait dans le western, pour diverses raisons. Au moins une, c'est que justement le western, il exploite à fond la culture populaire. Il exploite à fond les petits détails de l'histoire officieuse, pas forcément officielle, en tout cas le western de la contre-culture. Parce qu'au départ, c'était un autre western qui justement était au service du mythe, de la destinée manifeste américaine, ce genre de choses qu'on connaît, quoi.
Et à partir des années 60-70, il s'est passé quelque chose de différent, c'est que les États-Unis, à travers le cinéma, ils ont commencé à se raconter en se déconstruisant, en déconstruisant leurs mythes. Et moi, j'avais complètement ce désir-là par rapport à l'univers qui est le mien, et la culture qui est la mienne. Parce que j'ai le sentiment que Mérimée ne nous a pas fait que du bien, on s'est en Corse parfois mériméisé nous-mêmes, on a fini par ressembler à ce mythe qui avait été inventé pour la littérature, par le romantisme. Donc, déconstruire les mythes, c'était déjà quelque chose qui pour moi était important. Traiter ce thème de la vengeance au-delà de ce sens de l'honneur qu'on a toujours voulu exacerber dans le romantisme. Là, la vengeance, elle n'est pas portée par la famille, par les hommes virils de la famille, elle est portée par, et c'est plus proche de la réalité, par un tueur à gages. C'est ce qu'on appelait en Corse faire le talion. Je ne sais pas si ça correspond en français du tout, je crois pas, c'est fautadon, littéralement, ça veut dire faire le talion. C'est-à-dire payer un tueur à gages pour aller porter la vengeance quelque part. Et lui, c'est ça, l'Inferno, il correspond complètement à ça. Je me suis inspiré d'un personnage ayant existé, et j'ai utilisé dans ce roman quasiment que des choses qui soit ont existé, soit m'ont été rapportées pour vrai par la culture orale. Voilà. Alors, on sait que la culture orale, la part de vérité de la culture orale, on ne la connaît pas, mais la culture orale, elle raconte une autre vision de soi, elle raconte une histoire qui n'est pas celle officielle, quoi. Et c'est ça, moi, qui m'a toujours intéressé. C'est que le mythe du bandit corse, ou le mythe de l'honneur corse, ou le mythe de la vendetta, finalement, dans nos familles, il n'est pas si présent. C'est pas quelque chose qu'on nous a raconté comme ça. On nous l'a raconté avec quelque chose de plus barbare, de plus dur, de plus rude, de plus mal vécu, de plus sanglant, c'est vraiment des faits dont les gens ne sont pas fiers ou sont pas... n'ont pas glorifié ces choses-là. Donc je voulais moi me rapprocher de ça à travers l'épopée de l'Inferno et de Vénérande. Voilà, je voulais réutiliser ce que je savais du western, mais parce que je me disais, il y a tous les codes pour raconter la société, l'univers qui est le mien. Et puis j'aimais bien aussi cette idée, et j'anticipe peut-être, je ne sais pas sur les questions, mais c'est la vérité, j'aimais bien aussi cette idée de parler, pas forcément de la Corse du 19e siècle, mais de la Corse d'aujourd'hui, d'une société qui est dont on n'a pas forcément, envers laquelle on n'a pas forcément la distance, voilà, encore aujourd'hui, des faits d'actualité, la dérive des idéaux, ces choses-là qu'on a connues par exemple dans le nationalisme corse, qui a débouché sur le grand banditisme, en partie, hein, je schématise un peu, mais en partie c'est vrai. Voilà, je voulais parler de ces choses-là, mais il était difficile d'en parler en traitant des faits d'actualité parce que j'ai pas l'âme d'un fou ou d'un chevalier blanc. Et puis je n'avais pas envie d'approcher ça de manière moralisatrice. J'avais envie d'en faire une histoire, d'en faire de la littérature, quoi. Et j'avais donc ces canons du western qui me permettaient d'entrer dans mon histoire avec le sens d'une certaine authenticité, si on peut appeler ça comme ça, je sais pas. Et du coup, ouais, on arrive impeccablement à mon deuxième thème qui était justement une histoire de massacre avec les idéaux comme prétexte. Pour ça, j'avais rapproché de Chevaucher avec le diable. Qui avait été évoqué à la précédente soirée western, des massacres et carnages terribles commis par une équipe de bushwhackers, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les troupes irrégulières sudistes qui utilisent l'uniforme comme prétexte à peu près tous les vices. Vous citez également Méridien de sang et McCarthy dans vos influences, donc Méridien de sang. Il était là-bas. Qui est sur la table là-bas. C'est peut-être pas utile que... où un gamin rejoint une troupe d'irréguliers qui ont pour objectif simple de passer la frontière et buter du Mexicain, puis aller scalper de l'Indien, mené par une espèce de figure horrible et sanguinaire qui est le juge. C'est un roman extrêmement sec et extrêmement dur. Outre le parallèle qu'on peut faire avec le... Comment ça ? Avec le parallèle
le jeune homme qui se retrouve à côtoyer des tueurs avec le jeune Inferno jeune et la troupe de Polly, c'est ça, c'était Over Polly. Dans plusieurs interviews, et donc là vous venez de nous le dire, vous déclarez avoir voulu traiter une réalité très actuelle, transposée dans le passé, la justice privée et la vengeance, la vendetta, et la dérive des idéaux qui deviennent juste du prétexte au grand banditisme en fait. Et le roman allie très très bien donc ce propos-là qui est complètement actuel et un aspect historique solide, puisque la plupart des personnages en fait ont existé, sont vraiment historiques, même si vous parfois mélanger des époques, etc. Mais on retrouve quand même des choses, c'est impressionnant. Enfin, on finit ce livre, on a envie de se lire une histoire de la Corse, parce que ça plante des graines. Mais elle n'existe pas, cette histoire de la Corse, justement. Cette histoire-là Cette histoire-là, elle n'est dans quasiment aucun livre de l'histoire de la Corse. C'est pour ça aussi que ça m'intéressait d'évoquer ça. C'est qu'on est dans l'histoire officieuse, on n'est pas dans quelque chose... Mérimée, il a parlé de Théodore Paul et de Joseph Antomar, qui, je crois, qui parle des deux, en une phrase, dans Colomba, et ils sont relégués, mais alors au fin fond de l'oubli, dans les marges absolues de l'histoire. C'est-à-dire, on ne sait pas qui sont ces personnages. Or, c'est les personnages centraux de cette période-là. Voilà, c'est les personnages majeurs de la Corse dans les années 1820. Et c'est intéressant parce que je ne pense pas que ce soit le hasard chez Mérimée. Mérimée, il fait ça parce qu'il a un regard encore de dominant, de quelqu'un qui écrit l'histoire officielle de l'île, qui va donner une version officielle de ce qu'est cette île qu'on vient de conquérir, dont lui établit un peu l'inventaire. Il est là pour ça. Hein. Et donc, il ne faut surtout pas mettre en avant des gens qui sont des rebelles, qui sont là et qui ont fait trembler le pouvoir en place, qui ont fait trembler je dirais l'ordre du roi à ce moment-là. La France était prête à lâcher la Corse. Hein. Elle ne l'a pas fait parce qu'elle a eu l'idée géniale qui se passe dans tous les westerns, c'est de recruter des auxiliaires indigènes. Comme on voit les auxiliaires apaches dans les westerns, eh bien, il y avait les voltigeurs corses au 19e siècle. Hein. Mais ils ont existé, oui, c'est des personnages qui ont une vraie existence, mais qui ont pas dans l'imaginaire corse, parce que je pense qu'ils ont un peu disparu de l'imaginaire corse. Moi, ça me plaisait de les récupérer pour en faire des personnages, les immortaliser dans la littérature, justement, en faire des personnages de littérature. C'est vrai qu'en tout cas dans le roman, ils ont une vraie puissance romanesque, quoi. Ah oui, c'est ce que je voulais qu'ils soient. C'est ce que je voulais qu'ils soient, plutôt que ces espèces de symboles d'un nationalisme désuet qui ne m'intéresse pas. Le livre n'était pas du tout fait pour ça. Et je pense que même de leur vivant, ils n'ont pas incarné complètement ça. Réellement, c'était des gens qui très rapidement... ils avaient des idéaux assez flous au départ. On est à la toute fin de l'indépendantisme corse historique, quoi. C'est des patriotes, mais en même temps, ils dérivent très vite vers la crapulerie, le grand banditisme, et ils faisaient des exactions terribles. C'était des gens qui étaient sanguinaires. C'était pas des patriotes romantiques comme on peut les imaginer, quoi. Il n'y a pas beaucoup de romantisme dans Orphelin de Dieu. Non. Non, mais les Anglais, ils ont un terme pour parler de ce genre de personnages. Ils parlent de primitive rebels. Voilà. Bon, mon accent est abominable, mais je connais cette expression. Voilà. Ils parlent de ça et alors ils l'ont eux aussi traité sous l'aspect romantique, Quentin Durward, enfin tous les trucs, pas Quentin Durward, comment il s'appelle, Rob Roy, voilà, ce genre de personnage, c'est primitive rebels. Bon, j'aurais pu choisir ce biais-là. J'ai préféré en faire des personnages romanesques plutôt que romantiques, mais je voulais surtout pas cacher leur dérive. Moi, ce qui m'intéressait, c'était parler d'une dérive. C'était montrer à quel point, sur un idéal qui finalement est assez flou, il est assez flou. Parce que même dans Orphelin de Dieu, il n'en est pas fait des caisses du drapeau et du machin. Voilà, il y a juste une page dessus. Parce que c'est juste le prétexte pour passer à l'offensive, quoi. Mais ce qu'ils veulent, c'est être complètement insoumis, c'est être complètement libre de leurs actes. Hein.
Et c'est quelque chose qu'on a trouvé déjà. Bon, en fait, je parle d'eux parce qu'on a parlé du chevaucher avec le diable et on a ces bushhawkers, les jayhawkers qui étaient les pendants nordistes d'ailleurs de cela. Et moi, j'avais cherché dans l'histoire le prétexte pour parler de cela, de ces personnages-là, qui sont dans Trogrid, qui sont dans Chevaucher avec le diable. Ruster Coburn dans Trogrid, c'est un ancien de la bande de Cantril, c'est un ancien des Bushhawkers. Et donc, je cherchais, moi, dans l'histoire de la Corse, le pendant, ce qui pouvait me permettre, dans notre imaginaire à nous, de parler de cette thématique. Et ils ont existé, mais ils ont existé à plusieurs périodes, parce que les contextes historiques se répètent, se ressemblent, se répondent. Donc on a eu la bande à Théodore Paul, on a eu Joseph Antomar qui était à peu près aussi fou que je le décris dans le livre, et puis très étonnant, parce que c'était un lettré, il avait fait le séminaire, il était capable d'envoyer des lettres au préfet de la Corse pour le narguer, pour se moquer de lui. Il lui disait je vous laisse parce que je vois vos bleus qui arrivent et il y a ma carabine qui est en train de chauffer, alors on reprendra notre discussion plus tard. Voilà. Ça, c'était les correspondances d'Antomar. C'était des personnages bizarres. Hein. Et au XVIIIe siècle aussi, il y a eu, au moment de la conquête française, il y a eu des personnages comme ça. C'est ceux-là qui sont partis en Toscane et qui ont fait des exactions terribles en Toscane. Ils ont mis la Toscane à feu et à sang pendant des années. Alors, ils se servaient de la Toscane comme base arrière pour attaquer les garnisons françaises en Corse. Ils massacraient une garnison, ils repartaient comme ils étaient venus. Pendant 4 ou 5 ans, ça a duré. Ceux-là, c'était des vrais patriotes. Mais quand ils étaient à l'extérieur, c'était aussi des vrais assassins. Voilà, c'est des choses qui font partie toujours de l'histoire. Oui, il y a une scène superbe où ils arrivent dans une auberge et pour un regard de travers et un peu trop de chancaudet, voilà. ça se termine en carnage. Voilà, avec les gens qui sautent par les fenêtres. Enfin, voilà, Mais mis à part la scène des dés, le carnage est réel. Il s'est passé réellement. Les lieux que je cite, les carnages, les bagarres, les batailles au XVIIIe siècle entre les troupes du grand-duc de Toscane sont réels. C'est des faits historiques. Pas très connus. Hein. J'ai besoin des archives et d'amis historiens qui m'ouvrent leurs archives. Mais ça s'est passé. Ouais. Après, voilà, c'est de puiser là-dedans pour en faire une littérature qui ne parle pas que de la Corse, mais qui parle aussi de problématiques. On parle du western. Si on peut parler du western à travers ce roman, moi je suis heureux, parce que je me dis, on a réussi à toucher des choses qui parlent à tout le monde, pas seulement au lecteur corse, qui va y voir des choses peut-être plus liées à sa propre histoire, mais si à l'extérieur on en arrive à penser à Cantril, à Mandrin, je sais pas quoi, ben, je trouve que c'est très bien, ça crée toutes les passerelles qu'il fallait, quoi. Ah, c'est clair qu'après, moi je connais peu la Corse, du coup c'est peut-être pour ça que ça m'a pas parlé, mais moi je l'ai lu vraiment comme un western. Ah mais tant mieux, une épopée, justement, je pense que l'objectif il est là aussi, c'est qu'il y ait tous ces niveaux de lecture. Mais il n'y en a pas un que j'ai pris par-dessus la jambe, je veux dire. Quand j'ai voulu faire aussi, utiliser les canons du western, c'est que réellement, moi aussi, je me racontais ce western-là. J'avais envie que ça corresponde à un western. Je ne suis pas non plus, j'ai pas une grande culture du western, mais j'ai une culture du western. J'en ai vu un paquet quand même. Ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, je les connais. Et j'avais bien compris aussi que dans le western, on puisait dans la moindre anecdote, dans l'insignifiance des personnages pour donner une vérité de la société. Hein, par exemple, la grande conquête de l'Ouest, le mythe de la conquête de l'Ouest, longtemps on l'a narré comme un fait national, hein, comme quelque chose qui construisait l'identité américaine. Bon, quelque part ça l'a construite, mais il y avait aussi de la violence, il y avait aussi des injustices, de l'inégalité, voilà. Et le western moderne, il utilise justement les petites vies pour illustrer ça. Pensez à un western, je dis une bêtise, à tous les coups de Cimino, je crois, dans les années 80, au tout début des années 80, qui s'appelait La Porte du Paradis, qui était un flop au moment de sa sortie, et qui est aujourd'hui considéré comme un des chefs-d'œuvre du western.
à Porte du Paradis, ça raconte dans le Montana, je crois, la guerre entre propriétaires terriens et éleveurs de brebis qui sont arrivés, qui sont d'origine slave, etc., qui se font massacrer, mais jusqu'au dernier. C'est une véritable extermination de ces néo-arrivants là, par des types qui ont l'antériorité, qui ont la puissance, la richesse, la force avec eux, et l'État avec eux. Et l'État qui est lointain laisse faire ce massacre-là, et finalement les gens sont obligés de se rebeller, de faire corps pour affronter... Bon, c'est une histoire très très sanglante, le western La Porte du Paradis, c'est très sanglant. Et ça s'appuie sur un fait anecdotique de l'histoire américaine. Mais qu'est-ce que ça raconte des vérités et des rapports sociaux et des relations de puissance, de domination entre les individus, c'est assez impressionnant. Voilà. Et ça, c'est des choses qui, moi, m'ont toujours fasciné, intéressé, mais c'est plutôt le western moderne, voilà, c'est ça qui me plaît. Donc, moi, j'ai pas d'idéalisation de l'histoire de la Corse, je parle de l'histoire de la Corse parce que c'est mon univers, c'est mon imaginaire, je suis corse, voilà, tout simplement, j'en fais pas une plus-value, c'est pas ostentatoire, c'est comme ça, c'est ma manière d'être et de voir le monde. Donc, ce que je connais le mieux, cet imaginaire-là, j'ai cherché ce qui pouvait correspondre chez nous pour pouvoir parler de ces thématiques. Voilà. Montrer qu'il y avait des rapports profonds aussi d'inégalité et qu'il faut sortir des mythes, quoi. On a toujours tendance à dresser des portraits qui sont des cartes postales, belle région, le soleil, et puis même la vision qu'on a de nous-mêmes est très erronée parce que on est toujours en train de dire qu'on a inventé la démocratie, que les femmes votaient au XVIIIe siècle, qu'on était une société égalitaire, etc. C'est pas que je veuille tout déconstruire, il y a des choses positives. Mais c'est des mythes. Le problème, c'est que c'est des mythes, c'est pas la réalité historique. Et voilà, et donc moi aussi, à mon niveau, je déconstruis ce que je pense qu'il est nécessaire de déconstruire. C'est pas un engagement, c'est quelque chose de naturel dans ma narration, dans ma manière de raconter une histoire. Voilà. Et du coup, sur le thème justement du mythe et de la fin d'une époque, parce que c'est ça qu'on voit avec l'Inferno, c'est cette espèce de regret, de mélancolie, où pour lui aujourd'hui, à l'heure où il parle à Vénérande, la violence n'a plus de sens, alors que dans sa jeunesse, elle semblait en avoir un. Au moins il y avait de l'honneur, et manifestement il semble regretter Quand il le dit, il est de lui-même dans le mythe. Et justement, il construit sa propre il profite de l'oreille de Vénérande pour construire sa propre légende tant qu'il a encore le temps de le faire, quoi. Et je voulais évoquer à ce propos Le Tireur de Glendon Swarthout, qui est un super roman aussi qui parle des quelques derniers jours d'un des derniers, d'une des dernières gâchettes de l'Ouest, qui est une légende, et qui arrive à El Paso, au Texas, pour se faire confirmer un diagnostic. Il a un cancer de la prostate, et il lui reste une poignée de jours à vivre, quoi. Et il va passer tout le livre à préparer sa sortie. Et c'est un défilé auprès de lui de tous ceux qui vont construire la légende une fois qu'il sera mort. C'est le croque-mort qui va exposer son corps, son cercueil. C'est les journalistes qui veulent faire un livre. C'est le grand amour de sa vie qui veut être sa veuve parce que ça lui donnera une position, une stature. Et c'est cette espèce de monde qui lui dit « il n'y a plus de place pour toi de toute façon ». Mais en même temps, on va se construire sur toi, sur ce que tu laisses, quoi. Et là aussi, on a un superbe duo, puisqu'il loge dans une pension chez une jeune veuve qui a un peu ce côté aussi d'une femme très convenable, mais très dure, et qui dit ses vérités, et pour laquelle ça vaut le coup de se battre. Ce qui est troublant, moi je ne l'ai pas lu celui-là. Ce qui est troublant, ce qui moi me trouble, c'est que l'Inferno, il a aussi un cancer de la prostate ou de la vessie, on ne sait pas. Mais moi j'ai vraiment pensé l'Inferno et JB Books, donc l'auteur, pour moi c'est vraiment les deux. Je l'entends ce soir, je ne sais pas. Et on assiste vraiment à cette espèce d'anachronisme parce qu'il a vécu trop longtemps finalement. Son temps est passé, et une espèce
ouais, de tristesse qu'on retrouve dans celle que pose l'Inferno sur le monde, quoi. Il y a un regret pour une époque où la violence semblait avoir un sens. Alors après, est-ce qu'elle en avait plus ou pas Et en même temps, il déconstruit aussi. Quand Vénérande vient le voir en disant « Je sais que vous étiez de la bande à Poly et bon, quand même, c'était un grand homme, quoi. Vous devez bien être quelqu'un. » Il dit ouais, « Ça se voit que tu le connaissais pas. » Et il va le décortiquer, toutes les horreurs qu'ils ont faites pour lui faire comprendre à elle que... Enfin, voilà. Et ça, c'est très présent dans Orphelin de Dieu, notamment sur la fin de Théodore Poly, où on voit sur le corps reste exposé. Je ne sais plus si c'est en heure ou en jour, mais il suffit de pas grand-chose pour que très vite, ok, la menace c'est fini maintenant, quand même c'était quelqu'un de bien, quoi. Et non, en fait non. Du coup, j'enchaîne peut-être, ou sauf si vous voulez encore parler de ça, du basculement en fait entre le... Non mais ça, moi, c'est un de mes thèmes d'écriture depuis le premier bouquin. C'est-à-dire que, et c'est un thème qui est présent chez un nombre important d'auteurs en Corse aussi. Pensez que le sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari, c'est sur la rupture des mondes. Voilà. Moi, mon retour, c'était sur la rupture des mondes. Je pense que là, on est abreuvé par le contexte qui est le nôtre, tout simplement, le contexte sociologique qui est le nôtre. Et inconsciemment, parce qu'il n'y a pas toujours la grande réflexion derrière, c'est pas vrai, on saisit des instants de nos vies, de nos histoires, et on écrit dessus, et on est inspiré par ça malgré nous. Et réellement, il y a d'autres auteurs corses qui écrivent sur ce thème-là, c'est assez impressionnant, à tel point qu'il va falloir qu'on écrive sur autre chose maintenant, parce que ça va. Mais ouais, moi j'ai le sentiment que ce qui est présent chez nous, c'est ça, c'est le fait d'avoir vécu en 40 ans ou en 50 ans, sur une vie jeune. Vous avez presque connu 3 siècles différents, voilà. C'est-à-dire, moi j'ai vu avec mes yeux mourir le 19e siècle, ça j'en suis convaincu. On vivait dans nos villages en Corse dans les années 60 comme on vivait au 19e siècle. Et avec l'accélération du temps, de l'économie, du tourisme, de la consommation, on a réduit notre 20e siècle à pas grand-chose sur la Corse, on l'a vécu à l'extérieur. Mais par contre, le 21e siècle est arrivé tout de suite chez nous. Donc il n'y a pas eu ni d'industrialisation, ni de développement économique, rien. On est passé d'un état à l'autre. Et ce sont des fractures culturelles, sociétales, qui sont extrêmement violentes. Vous savez aussi bien que moi que la Corse a connu des événements politiques tragiques sur les 30-40 dernières années. Mais moi je suis convaincu que ces événements ne sont pas ce qu'ils nous ont dit. Voilà. Ils ne sont pas du tout ce qu'ils ont voulu raconter. C'était pas, à mon sens, un combat nationaliste. Non, c'était le mal-être de générations qui s'étaient perdues, qui avaient vu leur monde disparaître, tout simplement. Ils avaient perdu leur repère. C'est le cri de désespoir d'un instant de l'histoire. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai toujours vécu. Alors attention, trouver les causes n'explique pas, ne veut pas dire qu'on va excuser tout ce qui s'est passé. Il y a eu aussi des choses très tragiques et des horreurs. Bon, et ça continue, parce qu'il y a aujourd'hui un grand banditisme qui s'est installé, certains le comparent à une mafia, etc. C'était des choses qui n'existaient pas 30 ans en arrière sous cette forme-là. Donc ces accélérations qui parfois amènent aussi à une société du pire, on les a vécues sur des vies jeunes, pas sur... Il ne faut pas avoir 100 ans pour avoir vécu ça en Corse. C'est des choses, voilà. Donc, là, j'avais 20 ans, j'en ai 40 ou j'en ai 50. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est vraiment déboussolé. Donc, il y a ces analyses. C'est des analyses que d'autres ont fait avant nous. Hein. C'est des thématiques qui ont nourri les œuvres. Moi, je pense souvent à celle de Pasolini, par exemple. Pasolini, de quoi il a parlé? Il a parlé que de ça, quasiment. Il a parlé de la disparition de... Et vous avez dit mélancolie tout à l'heure, c'est le terme, parce que pour moi c'est pas la nostalgie. La nostalgie ça veut rien dire, c'est un sentiment un peu un peu innocent. La mélancolie, on a conscience des choses et on sait que de toute façon c'est inéluctable. Mais on peut nourrir de la mélancolie, chez Pasolini c'est très fort, vis-à-vis du monde ancien qui a disparu. Face à la société moderne, industrialisée, il parle de l'Europe paysanne qui s'abîme complètement. Voilà, mais lui, il le voit à travers le filtre italien. Moi, je le vois à travers le filtre qui est le mien. Et ça, c'est
c'est des expériences de la vie, voilà, ou c'est des expériences de société qui amènent à parler de ces choses-là. Peut-être il y a des endroits où c'est moins prégnant parce que le rythme a été différent, parce que les choses se sont passées avant, il y a longtemps, etc. Donc chez nous, c'est assez prégnant, je crois. C'est quand même quelque chose qui est vif encore et qui n'est pas réglé. Alors, la littérature n'est pas là pour régler les problèmes du monde, hein. Moi ça j'y crois pas une seconde. Hein. Mais elle dit quand même les mondes, elle dit quand même les choses des sociétés où vivent les auteurs. Voilà. Alors, ça j'en suis convaincu. Un autre aspect qui est extrêmement fort dans le... Alors plus peut-être dans Murtoriou, mais qui est quand même présent dans Orphelin de Dieu, c'est la place que prend la nature dans vos romans. Pour Murtoriou, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, c'est essentiellement un personnage de libraire qui déteste tout le monde. Marc-Antoine Sarcone. Cianfarani, Sarcone, et Sarcone, c'est l'endroit où il habite. Ah oui, d'accord. Qui ferme l'été parce qu'il pourrait avoir des clients et il ne veut pas voir des gens et qui s'en va dans la montagne essentiellement pour boire, manger et faire la sieste. C'est aussi en parallèle la violence du grand banditisme dans ce qu'il a de plus vain et vulgaire, enfin sordide quoi, avec le personnage de Dompierre. Et un troisième fil, c'est le départ à la guerre de 14 d'un des ancêtres, qui rappelle un peu, enfin on trouve des scènes du début d'Ange Colomba. Parce que Colombani ça existe, mais c'est un autre nom de famille. J'ai mal recopié. Donc le personnage va apprendre, jeune homme, à se faire respecter en tant qu'homme, va apprendre la violence, etc. Et on retrouve un peu ce parcours-là, et qui revient, et le retour est dur aussi. Dans Murtoriou, il y a des scènes de chasse au sanglier, de pêche à la ligne, qui n'ont rien à envier aux pêches à la mouche des auteurs chez Gallmeister. Non mais c'est vrai. Alors on a reçu Oliver Gallmeister il y a 2 ans pour nous parler un peu de sa collection, les textes qu'il adore, etc. Et il disait qu'il y a quelque chose en France, on considère que la nature c'est pas un sujet, ou alors un sujet ennuyeux, et il y a peu d'auteurs qui s'en emparent. Et je trouve que vous le faites, et vous le faites bien. Enfin, il y a pas à rougir quoi. Par rapport, vous citez des auteurs comme David Vann, par exemple, voilà, pour moi c'est la même place où l'homme est un peu réduit face à une nature qui est extrêmement présente et oui, qui est un sujet quoi. Ouais. C'est pour ça que je lis Vann, c'est pour ça que je lis ces auteurs-là, parce que bon, avec des nuances, parce que la littérature américaine, elle parle de ça en s'emparant du gigantisme de la nature. Et en Corse, l'espace est plus réduit. La nature qui, moi, m'a inspiré jusqu'à présent, ça ne veut pas dire que ce soit inéluctable, qu'il y ait que celle-là, mais pour l'instant, j'ai beaucoup parlé sur la nature que je connais, où je pêche moi-même, où je chasse moi-même. Et elle n'est pas gigantesque, mais pourtant elle est écrasante, elle est oppressante, elle est d'une force terrible, la nature en Corse. Et les distances, contrairement à ce qu'on pense, sont longues. L'espace a l'air petit, mais comme la Corse, c'est que des montagnes tout le temps, ça multiplie l'espace. Si vous écrasez la Corse, vous écrasez les montagnes, vous avez la Belgique et la Hollande réunies. Voilà. Donc c'est très grand la Corse, malgré ce qu'on voit sur la carte. Et donc j'essaye de restituer cette dimension-là, j'essaye d'avoir et puis comme on a un rapport très fort à la nature, qu'on le veuille ou non, hein, c'est pas forcément quelque chose qui est recherché par les gens, ben, ils vivent dans des endroits où la nature est omniprésente, et une nature qui, à la différence des États-Unis, n'est pas la nature sauvage complètement. C'est une nature qui est complètement façonnée par l'homme depuis des millénaires et des millénaires. Il n'y a pas un endroit de maquis qui soit sauvage, c'est faux, c'est une vision de l'esprit. Le maquis s'est installé là où l'homme a abandonné l'endroit. Mais avant c'était des cultures, avant c'était une occupation de l'espace, c'est la Méditerranée, c'est plus pareil. Et le sauvage s'est réinstallé. Et que le sauvage se réinstalle là où il y a eu la civilisation, ça raconte aussi une histoire.
et ça raconte ce que sont les hommes. Voilà. Et donc j'essaye de lier ces choses-là. Moi, les gens passent toujours au milieu des ruines finalement. La nature évoque aussi cette idée de ruine, pas tout le temps, mais c'est très présent. Voilà. L'idée de ruine et de fantôme aussi. Alors il y a une scène qui est vraiment ça dans Murtorium, et dans Orphelin de Dieu, les premières pages, c'est juste la description de la maison de Vénéron et ses abords. Et il y a juste cette femme qui passe, qui a manifestement perdu la tête et qui est presque un fantôme elle-même, ou en tout cas qui est hantée et qui a beaucoup moins de substance finalement que les arbres, les pierres, la poussière, la lumière, voilà. Il y a quelque part, il y a un effacement, ouais, ou les ruines suscitent des fantômes. Du coup, j'enchaîne sur l'écriture. Vous avez vous parlez de faire éprouver des choses de manière sensorielle et cinématographique. C'est exactement ça m'arrange parce que je savais pas comment le dire, et c'est ça. J'en profite pour placer Terreur Apache de William Riley Burnett. Alors sur le thème, effectivement, on pourrait retrouver la traque des rebelles par leurs propres compatriotes, en fait. C'est l'histoire, en quelques mots, d'un jeune chef Apache, Toriano, qui s'est proclamé chef, qui est parti sur le sentier de la guerre, c'est-à-dire brûler quelques fermes et tuer quelques colons. On ne peut pas le laisser faire, mais l'armée est complètement impuissante à gérer ce problème-là. Donc on fait appel à Walter Grein, dit l'Apache blanc, par les blancs, et sa troupe pour aller assassiner le chef Apache en question, et qu'on n'en parle plus. La troupe en question, ce sont soit des Indiens renégats, soit des rebuts de l'armée, en fait. Et le roman tient tout sur le fil justement de la frontière, de ces personnages qui détestent les Apaches, pas les Indiens, mais les Apaches. Et vraiment, il y a une vraie détestation de l'ennemi, et en même temps qu'il leur ressemble bien plus qu'il ne ressemble aux blancs civilisés avec des gros guillemets de l'armée ou des villes qui les envoient, en fait. Et on voit cette violence-là de traque, de chasse, de meurtre, etc. Et en parallèle, on voit l'autre violence, celle des gens cultivés, bien intentionnés, qui vont aider les Indiens, qui vont les sédentariser, qui vont les acculturer, qui vont les éduquer, et qui finalement font à peu près autant de dégâts, voire plus, ou en tout cas des plus durables, que ce que peut faire Walter Grein dans ses atrocités. Si j'en parle, c'est pas uniquement pour donc ce propos-là, c'est surtout pour l'écriture. Il y a une écriture extrêmement efficace et cinématographique. Enfin, j'ai rarement vu une aube sur un canyon aussi belle que dans Terreur Apache. Il y a quelque chose de puissant, et je trouve que sur Orphelin de Dieu, on retrouve cette écriture particulière là où les choses sont... j'avais noté, mais... Je sais pas comment le dire. C'est présent. On pourrait le toucher. Il y a quelque chose d'extrêmement concret. C'est loin de l'abstraction. C'est brut, c'est brutal, et c'est complètement au service de ce que c'est en train de raconter, quoi. Juste avant l'été, les gens sur le net du milieu littéraire qu'on connaît se moquaient justement de toutes les critiques et quatrièmes de couverture qui parlent de petits bijoux, de petits bonbons, de ce livre délicieux, etc., de ces phrases ciselées, etc. Et là, c'est clairement pas ça. Enfin, on peut pas risquer le dérapage sur ça, parce que c'est J'ai eu peur. C'est une vraie pièce de viande sanglante et crue, et il y a quelque chose de c'est tellement bon. Ce que j'essaye d'amener, si vous voulez, c'est dans ma narration, un peu comme chez McCarthy. C'est un de mes grands repères dans la littérature. Lui, on a l'impression que les êtres humains, ils sont organiques, biologiques. Voilà,
il nous montre des choses à cette dimension-là qui peut nous amener vers des transports d'écœurement, d'interrogation sur nous-mêmes assez profonds aussi. Hein. Eh ben, autant les hommes seront organiques, autant la nature sera minérale ou végétale. Voilà, hein. C'est un peu cette idée-là qui prédomine quand j'écris, moi. Et parce que ça amène à un autre regard. Ça amène à l'humilité, ça amène à moins de contemplation, ça amène peut-être à moins de poésie, mais je pense pas. C'est une autre manière, voilà, c'est une autre manière de la voir. Et voilà, c'est ça, peut-être biologique, organique et minéral. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. Et du coup, hier, vous disiez justement que vous aviez cherché dans McCarthy le ton pour pouvoir écrire en français sur... Ah non, McCarthy, j'ai été chercher les dialogues. Les dialogues, parce qu'il m'a donné un truc assez intéressant. Enfin, il m'a donné pas à moi, il me connaît pas. Mais j'ai été lui prendre un truc qui, moi, m'a intéressé, un artifice d'écriture qui m'a intéressé. C'est ces dialogues, sans guillemets, présentés comme ça de manière neutre, blanche. Voilà, parce que j'avais besoin de cette narration neutre, j'avais besoin de ces dialogues neutres entre les personnages, où il restait quasiment que la chair de leurs propos. Voilà, j'avais besoin d'une langue fantôme. Et pour des raisons bêtes hein, que je me suis posées, je parle corse, j'ai longtemps écrit en corse, j'écris en corse, et je me dis, on est au 19e siècle, ils ne peuvent pas parler français, et là j'écris en français. Donc comment je vais essayer de rendre quelque chose qui échappe finalement à la langue, quelle qu'elle soit. Une espèce de langue fantôme. Voilà. McCarthy, il offre à travers ses dialogues une clé vers une langue fantôme. Voilà. Et ça, c'était surtout sur mes dialogues que j'évoquais ce truc-là, où j'avais trouvé... après, je ne sais pas si ma narration directe, générale, s'inspire plus de McCarthy que d'un autre. Je pense pas, je sais pas. Je m'en suis pas rendu compte en tout cas. Voilà. Pour moi, j'en avais conscience sur les dialogues. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Okay. Est-ce que vous avez des questions? On peut continuer la discussion autour d'un vrai verre où vous aurez le droit de prendre des chips. On enregistrera. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était assez passionnant.